Aujourd'hui, un face-à-face entre deux VUS compacts hybrides rechargeables, les deux nouveautés du marché pour 2023. Donc, le Mitsubishi Outlander PHEV versus le Kia Sportage PHEV. Deux nouveautés qui débarquent sur le marché, qui viennent rivaliser, bien sûr, avec le Hyundai Tucson PHEV, le Toyota RAV4 Prime et le Ford Escape Plug-in Hybrid qui a été introduit il y a maintenant 2 ans. Alors, deux nouveautés, évidemment, pour Kia, c'est une première. On n'avait jamais offert de véhicules hybrides rechargeables dans ce segment-là par le passé. Alors que du côté de chez Mitsubishi, on n'en est pas à une première. En fait, c'est Mitsubishi qui avait proposé pour la première fois un VUS compact de masse proposant une technologie hybride rechargeable. Et on se souvient, on avait présenté le premier Outlander PHEV au Salon de l'Auto de Montréal en 2014. C'est un véhicule qui, d'ailleurs, avait commencé sa commercialisation mondiale à la fin de l'année 2013, mais il aura fallu attendre 4 ans avant que le Outlander PHEV de précédente génération débarque finalement sur le marché canadien. On en aura vendu un peu plus de 16 000 unités de cette première génération du Outlander PHEV avant de finalement débarquer avec cette deuxième génération. Et ça fait franchement du bien parce que le véhicule s'était fait rattraper par la compétition. On l'avait lancé comme année modèle 2017, mais dès 2019, Toyota était débarqué avec un véhicule qui proposait carrément le double d'autonomie, plus de puissance, plus de tout finalement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi les gens se sont littéralement jetés sur le Toyota RAV4 Prime pour lequel actuellement il y a plus de 2 à 3 ans d'attente selon le concessionnaire. Alors c'est un véhicule qui en réalité n'est pas vraiment disponible bien qu'il soit au catalogue Toyota. Alors que du côté de chez Kia et de chez Mitsubishi, on compte être capable de livrer ces véhicules-là dans un délai raisonnable pour le marché du Québec. Il faudra voir ce que raisonnable signifie au cours des prochaines années. Il semble que pour le moment, on ait déjà plusieurs milliers de commandes pour chacun de ces véhicules-là à travers le pays. Évidemment, la distribution sera relativement limitée parce qu'il faut la partager avec l'ensemble de la planète. Il n'y a pas besoin de vous dire que les VUS compacts hybrides rechargeables, ils sont extrêmement convoités par les temps qui courent. Alors, débutons avec le Sportage, une nouveauté d'importance évidemment pour Kia, un véhicule qui partage l'ensemble de ses éléments techniques et structuraux avec le Hyundai Tucson PHEV qui lui aussi est sur le marché depuis peu. Alors, un produit d'importance, bien sûr, 2 versions au catalogue, une version EX Premium, c'est celle qu'on a ici, et une version SX un peu plus luxueuse. Quoique pour le modèle EX Premium, vous le verrez un peu plus tard, l'équipement est quand même très généreux. C'est un véhicule difficile à battre en termes de rapport équipement-prix actuellement. Chez Mitsubishi, maintenant, une gamme beaucoup plus large, version de base ES, ensuite le modèle LE, le modèle SEL et finalement la version GT qui, elle, se décline en 4 sous-versions puisque là, on peut choisir des groupes d'options, un groupe d'options premium notamment, ainsi que le choix d'une peinture uniton ou 2 tons. Ça vient changer le prix un peu, mais la gamme est très, très large. En fait, elle est pratiquement aussi large que pour le modèle à essence. Alors, preuve que Mitsubishi met beaucoup d'emphase sur cette version PHEV et on comprend pourquoi, puisque Mitsubishi a fait entrer chez ses concessionnaires des clients qui n'avaient jamais mis les pieds chez Mitsubishi avant qu'on lance une version PHEV. La clientèle est tout autre. On a une clientèle qu'on dit plus qualifiée, plus fortunée également, mais une clientèle qui demeure pragmatique, c'est-à-dire que bien qu'on soit capable de se procurer des véhicules qui pourraient coûter le double du prix, on souhaite se procurer une excellente valeur sur le marché, un véhicule évidemment propre, un véhicule vert, mais aussi un véhicule qui sera fiable, durable et dont les coûts de possession seront le moins élevés possible. C'est évidemment le cas du Outlander PHEV, mais aussi du Sportage PHEV. Dans ce segment-là, la compétition, elle est forte et elle grandit de plus en plus parce qu'il faut se souvenir que Mitsubishi, lorsqu'on est arrivé en 2017 avec l'Outlander PHEV, on était seul sur le segment et aujourd'hui, il y a une demi-douzaine de joueurs qui vont s'arracher le marché et croyez-moi, il y aura d'autres joueurs qui vont s'ajouter à la compétition. Dodge débarquera notamment dès l'année prochaine avec le Hornet hybride rechargeable, un autre véhicule très attendu. Un petit mot sur l'habillage esthétique des deux véhicules. C'est pas compliqué si vous optez pour le Sportage, que ce soit une version EX Premium ou SX. Esthétiquement, elles sont identiques, mis à part le fait
que la version SX aura des phares à DEL et des feux arrière à DEL. Cette version-ci a des feux de jour à DEL, mais des phares traditionnels. Et si on va du côté de chez Mitsubishi, la seule différence esthétique, ce sont les logos sur les portières. On a exactement le même look selon la version. Si vous optez pour une version ES ou un modèle LE, ça vient sur des roues de 18 pouces, alors que Kia est sur du 19 pouces de série. Mais si vous optez pour un modèle SEL ou une version GT comme on a ici, qui est la plus luxueuse, bien là, ça vient de série sur des roues de 20 pouces. Le Sportage est un véhicule beaucoup plus spacieux et confortable que par le passé. La soute à bagages est plus grande, les places arrière sont plus spacieuses, plus de dégagement partout en fait, si bien qu'on se rapproche littéralement du volume du Mitsubishi Outlander qui lui est un des plus gros compacts du segment. Alors ça c'est très bien et je vous dirais qu'on est même avantagé au niveau volume par rapport au Toyota RAV4, ce qui n'est pas peu dire. Donc on s'est beaucoup amélioré à ce niveau-là du côté du Sportage. La position de conduite, elle est très bien. J'aime beaucoup le confort des sièges. Ce n'est pas aussi confortable que chez Mitsubishi, je vais être honnête. L'Outlander a cet avantage de bénéficier des sièges du Nissan Rogue qui sont parmi les meilleurs de l'industrie. On les appelle zéro gravité, ces sièges-là, chez Nissan. Et je vous avoue que ça fait un travail formidable. On n'est pas tout à fait là du côté de chez Kia. Néanmoins, on a un confort exceptionnel, position de conduite qui est très bonne. Et au niveau de la présentation de la planche de bord, c'est on ne peut plus moderne. On a ce double écran devant nous qui est évidemment partagé par plusieurs autres produits chez Kia et chez Hyundai. Alors, un écran 100% numérique, très facile à utiliser. Je trouve que sur le plan ergonomique, c'est un modèle à suivre. On a Apple CarPlay, Android Auto, on a la navigation intégrée. Et d'ailleurs, dans cette version EX Premium qui fait office de modèle de base, vous allez avoir un équipement qui est extrêmement complet. Complet au point de se comparer avec celui du RAV4 Prime XSE Technologie, alors qu'on le vend ce véhicule-là au prix d'un RAV4 SE Prime de base. C'est vous dire à quel point le rapport équipement-prix est à l'avantage chez Kia, alors ça, il faut le considérer. Vous allez avoir par exemple siège et volant chauffant, siège ventilé, bien sûr, comme je vous le disais, la navigation. Si vous optez pour la version SX système audio Harman Kardon, bon, toit ouvrant panoramique, c'est de série également. Bref, il y a énormément de contenu intéressant sur ce véhicule-ci et je vous dirais que s'il y a un véhicule à considérer pour le rapport équipement-prix, c'est probablement le Sportage. À la conduite, maintenant, c'est très différent du Mitsubishi Outlander PHEV. D'abord, on utilise un moteur 1,6 litres turbo compressé qui est jumelé à une boîte automatique à 6 rapports, très traditionnel comme approche. Évidemment, on a un moteur électrique pour une puissance maximale combinée de 261 chevaux. La batterie, c'est 13,8 kWh. Alors, une batterie de format réduit par rapport au Mitsubishi, par rapport évidemment au RAV4 Prime de Toyota. En fait, vous allez avoir ici la même taille de batterie que ce qu'on avait dans le précédent modèle du Mitsubishi Outlander PHEV. Chez Kia, on annonce une autonomie 100% électrique de 55 km. Et moi, je peux vous dire que dans des conditions idéales, je n'ai jamais pu parcourir plus de 50 km. Donc, c'est raisonnable, mais ce n'est pas exceptionnel. Et on aurait aimé bénéficier d'un peu plus d'autonomie, ne serait-ce que pour se retrouver au niveau de la compétition, c'est-à-dire au niveau de ce que Ford va proposer, de ce que Toyota va proposer et de ce que Mitsubishi propose avec le Outlander PHEV. Alors ça, c'est la petite déception. Autre chose, il faut savoir que lorsque la température s'abaisse à l'extérieur et que vous activez le chauffage, le moteur à essence se met en fonction très souvent. Alors c'est certain que l'hiver venu, ça sera difficile d'exploiter en tout temps le mode électrique. Vous aurez toujours besoin du moteur à essence pour réchauffer l'habitacle. Alors que du côté de chez Mitsubishi, bien, on a travaillé pour développer une thermopompe qui est plus performante et qui limite justement les besoins d'utilisation de l'énergie de la batterie du véhicule pour aller réchauffer l'habitacle. Je ne vous dis pas que chez Mitsubishi, vous n'en aurez jamais besoin, mais il semble que ce soit une technologie qu'on ait améliorée, surtout par rapport au modèle de précédente génération, alors qu'ici, ça semble encore assez primaire à ce niveau-là. C'est une autre petite déception. Bon, évidemment, une fois l'autonomie électrique parcourue, vous allez consommer environ 7 litres, 7 litres 5 au 100 km. Chez Kia, on annonce 6,7 litres au 100 km de moyenne combinée. Vous allez faire peut-être un peu plus que ça, mais la consommation d'essence demeure raisonnable et je vous dirais que si vous parcourez 100 km dans une journée avec le véhicule, vous allez finir
votre 100 km avec une moyenne de consommation d'autour de 4 litres au 100, ce qui est très raisonnable compte tenu que vous allez avoir roulé 50 km en mode 100% électrique. Les temps de recharge maintenant, un peu plus de 2 heures pour recharger le véhicule sur une borne de niveau 2. Ça sera évidemment plus long chez le Mitsubishi Outlander, sauf que Mitsubishi propose l'avantage de pouvoir être rechargé sur une borne de niveau 3 et à ce moment-là, il suffit d'un peu moins de 40 minutes pour recharger la batterie au complet. Alors ça, c'est un avantage chez Mitsubishi. Maintenant, comme la plupart des gens vont se recharger à domicile, je ne pense pas que ce soit un gros irritant du côté du Kia Sportage, qui est un véhicule, soit dit en passant, relativement amusant à conduire. Bien sûr, on sent le poids de la batterie supplémentaire, mais ça demeure nerveux et parce qu'on a une boîte automatique à 6 rapports, on peut se faire plaisir, mettre ça en mode sport et avoir un petit peu plus de pep sur le pied droit qu'avec le Mitsubishi où là, c'est beaucoup plus feutré comme conduite. Je circule depuis un peu plus d'1 heure au volant du Outlander PHEV. J'ai réussi à parcourir 67 km en mode 100% électrique avant de tomber en mode hybride. Alors, c'est mieux que ce que le constructeur annonce. On annonce 61 km d'autonomie. 61 km d'autonomie causée en raison d'une batterie de 20 kWh qui vient remplacer l'ancienne batterie de 13,8 kWh. Alors, au niveau de l'autonomie électrique, c'est beaucoup mieux que par le passé. Je dois aussi vous dire qu'on utilise désormais une transmission à 1 rapport, donc c'est un rendement continu. Il n'y a pas d'effet d'élasticité causé, par exemple, par une transmission CVT. C'est drôlement plus intéressant à conduire que par le passé, le Mitsubishi Outlander PHEV. On a amélioré, bien sûr, le rendement du rouage intégral, vecteur de couple sur l'essieu arrière. On utilise toujours cette technologie Super All-Wheel Control, mais qui a été optimisée pour les besoins de la cause. Alors ça, franchement, c'est une belle addition et je vous dirais que c'est un des avantages par rapport au Kia Sportage qui, lui, utilise un rouage intégral un peu plus traditionnel. Pour ce seul élément, je vous dirais qu'on a un sérieux avantage du côté de chez Mitsubishi en matière de rouage intégral. Maintenant, là où j'ai peut-être une déception, c'est au niveau de la grandeur des roues. Mitsubishi nous livre sur les versions SEL et sur les modèles GT des jantes de 20 pouces. C'est plus ou moins adapté aux routes du Québec. Je vous dirais que les roues de 18 pouces qui sont offertes sur les versions d'entrée de gamme, c'est mieux adapté. Et si vous avez à vous procurer des jantes d'hiver pour installer des pneus d'hiver sur le véhicule, allez-y avec des roues de 18 pouces. Vous allez tout simplement être mieux servi côté comportement, côté rendement et côté traction dans la neige. Parce que des roues de 20 pouces, évidemment, ça permet d'aller chercher un look plus intéressant, mais c'est au détriment du confort. La bonne nouvelle, c'est que Mitsubishi a créé un véhicule extrêmement confortable. C'est beaucoup mieux insonorisé que par le passé. En fait, ça ne se compare pas du tout. Vous avez des sièges qui sont géniaux. Ça, ce sont des sièges qui proviennent de chez Nissan. Et je vous dirais que c'est un gros avantage par rapport à Kia qui propose des sièges plus fermes, qui ne sont pas inconfortables, mais qui ne se comparent aucunement avec ce qu'on propose ici. J'adore le confort des sièges du Mitsubishi Outlander. Chez Nissan, on baptise ces sièges-là zéro gravité et je vous dirais que on s'en ressent énormément. Ça change complètement l'expérience de conduite. La position de conduite, d'ailleurs, elle est très intéressante dans le Outlander. Il y a une excellente visibilité. C'est vrai que les piliers A sont un peu épais, mais il y a beaucoup de surface vitrée et avec une version GT dotée d'un toit ouvrant comme celui-ci, on a une belle luminosité à l'intérieur. Un point intéressant au niveau de la conduite, il faut le mentionner également avec l'Outlander PHEV, c'est le fait qu'on puisse conduire à une seule pédale, comme avec un véhicule électrique traditionnel. La grande majorité des véhicules 100% électriques vont vous offrir cette option, c'est-à-dire de régénérer de l'énergie en décélération jusqu'à un arrêt complet, ce qu'on peut faire avec le Mitsubishi Outlander PHEV. En fait, pas tout à fait, puisque à partir de 5 km/h ou moins, la régénération cesse pour que vous fassiez appel aux freins, ce qui pour moi est une bonne idée puisqu'on sait que les véhicules 100% électriques où on ne sollicite pratiquement jamais les freins, ça a un impact sur l'usure des freins. Ceux-ci vont rouiller, vont corroder prématurément.
avec une technologie comme on a ici chez Mitsubishi, bien, on règle le problème. Mais c'est très agréable de pouvoir conduire le véhicule d'un seul pied. Ça change l'expérience de conduite et pour moi, c'est un must, c'est un avantage, particulièrement par rapport au Kia Sportage où là, bien, le rendement est complètement différent. Encore une fois, un avantage pour l'autonomie électrique. Là où ça se gâche, c'est une fois le moteur à essence mis en marche. Parce que on fait toujours appel au moteur 2,4 litres, qui est un moteur de vieille génération, celui qu'on avait sur le précédent modèle du Outlander PHEV. C'est un moteur qui est d'une grande fiabilité, mais qui, sur le plan technique, déçoit énormément. Et l'impact de ce moteur-là, c'est une consommation d'essence passablement plus élevée que du côté de chez Kia, que du côté du Toyota RAV4 Prime ou de l'Escape Plug-in Hybrid également. La moyenne de consommation combinée passé le mode électrique avec ce véhicule-ci, c'est 9 litres au 100. On est sous la barre des 7 litres au 100 avec le Kia Sportage, sous les 7 litres au 100 avec le Toyota RAV4 Prime, qui propose une puissance supérieure à ce qu'on a ici. Alors ça, personnellement, c'est ma déception. C'est un véhicule qui va consommer plus d'essence passé le mode 100% électrique, donc en mode hybride régulier. Évidemment que si vous parcourez entre 50 et 70 km par jour, l'impact ne sera pas significatif, mais pour quelqu'un qui roule énormément, bien, l'avantage de l'autonomie électrique qui est majoré par rapport à la précédente génération, il est quelque peu gâché par une consommation d'essence qui, elle, est plus élevée que la moyenne. Et ça, c'est franchement décevant. Surtout considérant le fait qu'on a une nouvelle génération du Outlander. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait appel, par exemple, au moteur 2,5 litres du Nissan Rogue qui, lui, propose déjà un rendement énergétique intéressant? Bonne question. Mitsubishi a développé sa technologie en faisant appel à son moteur maison. Je ne pense pas que ça a été la solution idéale, mais on est certain d'une chose. En revanche, on sait que ça sera un moteur qui sera d'une grande fiabilité. Et ça, bien, les acheteurs de Mitsubishi le considèrent très sérieusement. Évidemment, dans les conditions actuelles, je n'ai pu tenter d'essayer les 7 modes de conduite qu'on propose chez Mitsubishi. C'est beaucoup trop, si vous voulez mon avis. Mitsubishi se targue de pouvoir offrir 7 modes de conduite pour s'adapter à toutes les conditions climatiques, à toutes les conditions routières, mais j'ai l'impression que rares sont ceux qui vont réellement exploiter cette technologie-là qu'on a développée pour l'Outlander PHEV. Vous allez peut-être exploiter le mode neige lorsque vous serez dans des conditions extrêmes, peut-être le mode terre si vous roulez sur des sentiers qui sont sérieusement abîmés, mais le reste du temps, j'ai l'impression que le mode normal va faire le travail. D'ailleurs, je vous dirais que le comportement, le rendement, c'est franchement intéressant. Et je reviens encore une fois sur le fait que de conduire à une seule pédale, c'est une expérience que j'adore personnellement. Dans un hybride rechargeable, on n'a pratiquement jamais vu ça. Et c'est un gros avantage pour la conduite de ce véhicule-ci. Présentation intérieure maintenant, elle est carrément identique à celle de l'Outlander régulier. Une finition très, très belle. Beaucoup d'éléments, bien sûr, qui proviennent de chez Nissan, mais on a quand même adapté l'instrumentation et la présentation à un véhicule hybride rechargeable. Donc, bien sûr, l'instrumentation comprend des graphiques qui vont illustrer le rendement énergétique du véhicule, bien sûr l'autonomie de la batterie, etc. Et vous avez des boutons ici sur la console pour la conduite à une seule pédale et pour activer le mode EV si jamais vous avez envie d'optimiser votre rendement énergétique. Il faut aussi savoir que l'hiver venu, le moteur pourrait se mettre en marche de temps à autre. C'est ce qui était le cas avec l'ancienne génération. On n'a pas pu voir si ce véhicule-là était très sensible à la température. Évidemment, il faudra attendre l'hiver pour ça, mais je vous dirais qu'on a ajouté une pompe à chaleur qui est beaucoup plus performante que par le passé et qui devrait permettre justement d'optimiser le rendement et l'autonomie de ce véhicule-là durant la saison froide. C'était un problème sur la précédente génération et Mitsubishi semble avoir travaillé à corriger ce problème-là.
Un mot maintenant sur l'habitacle qui peut accueillir jusqu'à 7 occupants. Bon, évidemment, vous aurez compris que la banquette de troisième rangée, qui est de série sur tous les Outlander PHEV, elle est là pour dépanner. Vous n'installerez pas des adultes à la troisième rangée, mais c'est quand même pratique d'avoir cette banquette-là. Je me suis posé la question à savoir pourquoi on l'offrait de série. Parce que, évidemment, une troisième banquette, ça empiète sur l'espace cargo et c'est du poids supplémentaire, ce qu'on ne veut pas toujours avoir dans un véhicule hybride rechargeable. On sait que le poids est un ennemi et comme on ajoute de la masse sur un Outlander PHEV, bien, l'idée d'en couper un peu n'aurait pas été vilaine. Mais on nous dit chez Mitsubishi que cette banquette-là ajoute à peine 45 livres de poids au véhicule et de par la façon dont on a dessiné la banquette, on n'impacte que très peu sur l'espace cargo. On nous dit également que la grande majorité de la clientèle souhaite avoir cette troisième banquette-là. Alors, c'est pourquoi on a pris cette décision. C'est maintenant le moment de parler de prix avec nos deux véhicules. Je débute avec le Sportage. Deux versions de disponibles, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Alors, la version EX Premium qui est ici et la version SX, laquelle va vous offrir écran supervision à l'intérieur, système audio Harman Kardon, quelques systèmes d'assistance à la conduite, comme l'assistance au stationnement et la possibilité aussi d'avoir un intérieur de cuir rouge sans supplément, bien sûr selon la teinte extérieure que vous allez choisir. C'est ce qu'on ne peut pas obtenir sur la version EX Premium. Alors, échelle de prix, 47 010 $ à 50 410 $, transport, préparation inclus. Vous retirez ensuite les crédits gouvernementaux applicables qui sont de 7 500 $ taxes incluses. Pourquoi 7 500 $? Parce que comme ce véhicule-ci n'a pas une batterie de plus de 15 kWh, bien, au Québec, on divise de moitié le crédit applicable, donc 2 500 $ au Québec, mais 5 000 au fédéral, puisque le véhicule a une autonomie électrique de plus de 50 km et c'est ce qui détermine le crédit qu'on peut obtenir au fédéral. Alors, 7 500 $ de crédit taxes incluses, ce qui veut dire une échelle de prix réelle de 40 487 à 43 887 $ plus taxes pour ce véhicule-ci. Alors, le véhicule tel qu'essayé que vous voyez ici, c'est 40 737 $ crédit inclus, ce qui veut dire que si vous décidez de le financer sur un terme de 72 mois, le taux est à 5,99 % pour une mensualité sur 6 ans de 787 $ par mois, taxes incluses. Et si vous décidez de passer à la version SX, ajoutez 64 $ à la mensualité, donc 851 $ par mois sur 6 ans, taxes incluses. Location, les taux sont très élevés. Je le déconseille parce que la valeur de revente sera de toute façon très élevée. Les taux sont à 8,49 %. Vous allez payer 608 $ par mois, taxes incluses pour une version EX Premium et 75 $ de plus pour une version SX, donc 683 $ taxes incluses. Ça, c'est pour un 48 mois, 20 000 km par année. Mais encore une fois, vaut mieux aller vers le financement. C'est vrai pour les deux véhicules de toute façon parce que les véhicules hybrides rechargeables, ils valent leur pesant d'or sur le marché d'occasion et ça vaut vraiment la peine d'opter pour un financement. Allons du côté de chez Mitsubishi maintenant. C'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de versions de disponibles. Échelle de prix avant crédit de 48 438 $ pour une version de base jusqu'à 59 848 $ pour une version GT Premium avec peinture 2 tons. Donc, l'échelle de prix, vous le voyez, il y a quand même un écart considérable. Mais si vous appliquez les crédits en vigueur, alors là, ça devient intéressant puisque c'est 10 000 $ de crédits taxes incluses qui s'appliquent sur le Outlander PHEV. Évidemment, parce qu'on obtient ici une batterie de 20 kWh plus grosse que celle du Kia Sportage qui lui permet d'obtenir le plein crédit provincial de 5 000 $ applicable pour un véhicule hybride rechargeable. Total de 10 000 $. Alors, échelle de prix réelle de 39 740 à 51 150 $ plus taxes. Le véhicule qu'on a ici, bien sûr, c'est un modèle GT Premium sans l'option de la peinture 2 tons. Alors, c'est un véhicule qui coûte 58 948 $. Une fois les crédits appliqués, on est
est à 50 250 plus taxes. C'est quand même assez intéressant. Si vous décidez de financer 5,49 le taux de financement non officiel, puisqu'au moment d'enregistrer, on n'avait pas les détails de financement, mais je me suis basé sur des taux applicables sur d'autres produits Mitsubishi 2023 actuellement en vigueur. Alors, ça signifierait pour une version GT Premium comme on a ici, 943 par mois, taxes incluses, sur 6 ans. Et si vous comparez avec une version à essence, vous êtes à 100 de plus mensuellement. Parce que c'est intéressant de comparer la version à essence à la version hybride rechargeable. L'écart de prix, une fois les crédits comptabilisés, est à peu près de 5 000 à 5 500 selon la version, mais il y a pourtant 14 000 d'écart avant crédit si vous comparez le prix d'une version à essence à une version PHEV. Donc, l'écart de prix est considérable, mais puisqu'on vient appliquer un 10 000 de crédit, taxes incluses, ça ramène la facture à un écart d'environ 5 000 plus taxes, ce qui est quand même assez intéressant pour obtenir toute la technologie qu'on a ici, le rendement énergétique, bien sûr, mais aussi le comportement qui est tout simplement plus intéressant. Vous l'avez vu un peu plus tôt. Je veux mentionner, par contre, qu'une des versions qui, pour moi, est intéressante chez Mitsubishi, lorsqu'on regarde le rapport équipement-prix, c'est la deuxième de la gamme. Donc, la version LE, 53 158 moins le crédit applicable, ça veut dire 44 440 plus taxes pour une version LE PHEV. Je considère que cette version-là propose un équipement très intéressant par rapport au prix. On est peut-être un peu moins équipé à prix comparable que du côté de chez Kia, mais évidemment, les performances ne sont pas les mêmes, le rendement énergétique n'est pas le même non plus, le niveau de confort n'est pas le même. Vous l'avez vu, l'avantage est du côté de chez Mitsubishi, côté confort, côté espace, et ça, je pense que ça a quand même une certaine valeur. Je vous dirais que peut-être la déception en terminant chez Mitsubishi, c'est bien sûr le fait qu'on ne puisse pas remorquer des charges aussi lourdes que du côté de chez Kia. C'est 1500 livres seulement de capacité de remorquage pour l'Outlander PHEV, 2000 livres du côté de chez Kia. Et on sait que dans ce genre de véhicule-là, bien, ça peut avoir un incident si vous décidez de remorquer, par exemple, de petites tentes roulottes, de petites embarcations, ça a un impact considérable. Donc, petite déception de ce côté-là, mais je vous dirais que les prix sont très intéressants des deux côtés. Dommage qu'on ne puisse pas avoir le plein crédit du côté de chez Kia. Et on n'était pas loin parce qu'évidemment, la loi québécoise qui fait en sorte que les crédits applicables dépendent de la taille de la batterie. Personnellement, je trouve ça un peu ridicule. N'oublions pas que l'écart d'autonomie sur papier annoncé par les deux constructeurs, c'est 55 km du côté de chez Kia et 61 km du côté de chez Mitsubishi. 6 km d'écart pour 2500 de crédit perdu chez Kia. Il y a quelque chose d'injuste là-dedans, mais c'est la loi du marché. Alors, deux produits très intéressants. Lequel est-ce que je choisirais en terminant? Probablement le Mitsubishi parce que j'aime beaucoup le rendement de sa mécanique, son confort, l'espace intérieur. On a un meilleur rouage intégral également et je trouve que la finition intérieure, particulièrement dans le cas de la version GT, elle est très intéressante. N'oubliez pas non plus que bien que Kia ait une garantie très intéressante de 5 ans, 100 000 km, du côté de chez Mitsubishi, on a un 10 ans, 160 000 km sur le groupe motopropulseur, ce qui rehausse la tranquillité d'esprit pour le consommateur.